Bienvenue dans Glamazon Study, le boudoir audio où l'on repense l'émancipation et le soin de soi à travers la lentille du glamour. Je suis Aline, maîtresse des lieux, entrepreneur et performeuse. Ma mission est de vous guider vers la redécouverte de votre audace, en proposant des pistes de réflexion et de nouvelles perspectives sur l'affirmation de soi, les injonctions héritées de notre environnement et les clichés du développement personnel. Dans cet écrin audio, nous évoquons des sujets aussi tabous que transformateurs, tels que la créativité, la sensualité, le féminisme, les émotions ou encore l'identité. Bonne écoute. Bienvenue dans le boudoir. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés ici pour discuter et échanger. Aujourd'hui, un petit épisode impromptu, hors série, sans préparation, sans script, sans interview, juste moi et mon micro dans la chaleur d'août. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés ici. Chaque épisode me prend plusieurs heures, beaucoup de travail. Ça fait depuis plusieurs mois que je me dis que je ne vous ai rien proposé alors que j'ai des interviews au chaud et des sujets à vous présenter, mais par manque de temps, par manque de disponibilité mentale également, je ne vous ai pas sorti d'épisode. Pour me rattraper, parce que quand même vous me manquez, créer des épisodes, échanger avec vous, lancer le débat sur certains sujets, retrouver ensuite sur Instagram ou vous croiser en vrai, c'est toujours super cool. Du coup je me suis dit que j'allais faire un épisode qu'on m'a suggéré 2 fois en ce début d'année, vous parler un petit peu de mon aventure avec le burlesque, de ma découverte du burlesque, de mon histoire personnelle avec le burlesque. Donc il y aura sûrement des des longs rattrapages, c'est quelque chose d'assez spontané, on est tranquille aujourd'hui. Là c'est un épisode hors série estivale pour qu'on se retrouve un petit peu avant la rentrée. Je suis là et je pense qu'on est parti pour peut-être 20 minutes, une demi-heure de moi qui vous parle de moi. J'espère que ça vous plaira et j'espère les 2 personnes qui m'en ont parlé en début d'année se reconnaîtront. Alors comment j'ai découvert le burlesque, comment j'en suis arrivée à être performeuse burlesque? Les débuts sont assez flous à vrai dire, je pense que ça remonte à mes 13-14 ans, où j'ai d'abord découvert le style pin-up je pense. Des souvenirs assez flous, mais je me rappelle très bien découvrir des collections de maillots de bain rétro, je sais plus c'était Playful Promises ou Collectif, des marques qui sont de reproduction rétro, et je me rappelle vraiment adorer l'esthétique, j'ai toujours adoré la mode, c'était Vogue quand j'étais toute petite, toujours suivi des créateurs comme Alexander McQueen, Vivienne Westwood pour les premiers et ceux qui m'ont le plus marqué, et Jean-Paul Gaultier bien évidemment, Thierry Mugler aussi, bref, vous les connaissez, et j'ai toujours eu un fort penchant et pour le style et aussi pour travailler mon look, c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Et du coup je tombe sur ces maillots de bain à 13-14 ans, et je me dis mais c'est trop beau, j'adore le côté taille haute, le côté pigeonnant, j'adorais autant les 1 pièce que les 2 pièces, et il y avait ce côté un petit peu original, un peu edgy que j'adorais aussi, sortait un petit peu d'un style plus punk, presque emo j'allais dire, mais beaucoup plus inspiré du punk des années 70, et là je sais pas, j'embrassais ma féminité peut-être. À côté, j'ai toujours été fascinée par la lingerie, fascinée par les coutures, fascinée par la sensualité que la lingerie dégage. Je dirais pas que j'ai un fétiche de la lingerie, je pense pas. Mais au pire si j'en ai un c'est pas très grave. Mais j'ai toujours adoré la lingerie, très tôt aussi j'allais faire du shopping avec mes copines dans la grande ville et j'en profitais toujours pour m'acheter, je me rappelle les guêpières porte-jartelles ou des porte-jartelles très jeunes avec des bas. J'étais vraiment déjà dans cette esthétique là, ça m'a toujours attirée. Je saurais pas vous faire de la psychologie de comptoir de pourquoi, mais il y a ce moment là où j'achète pas mal de lingerie, mais beaucoup d'argent dans la lingerie d'ailleurs. J'achète des choses les plus souvent qui sont importables, c'est pas de la lingerie de tous les jours, je me rappelle de certaines robes baby doll aussi en tulle. Voilà, il y a tout ça, il y a les maillots de bain pin-up, la lingerie, les porte-jartelles, le style rétro, et je pense à un moment j'ai dû tomber sur la Queen qui a inspiré beaucoup d'entre nous, Dita Von Teese qui est une des artistes burlesques, sinon l'artiste burlesque la plus connue en dehors du cercle burlesque et des connaisseurs en quelque sorte. Le style rétro, le style pin-up était aussi en vogue je pense, on devait être au tout début, et moi j'entrais petit à petit dans
peut-être une nouvelle page de ma vie. J'étais au lycée, petit à petit j'allais quitter donc le lycée pour aller à la fac, et aller à la fac à Clermont-Ferrand, qui était la fac la plus proche, où j'ai commencé mes études, et aussi j'ai appris à être seule, à me débrouiller, et je me découvrais de plus en plus. Et c'était une super période d'exploration. À ce moment-là, dès ma première année de fac, je crois, dès mes 17 ans, il me semble que j'étais mineure à cette époque, j'ai commencé à faire de la photographie en tant que modèle amateur. La photographie en amateur mériterait peut-être un sujet à elle entière, et l'utilisation du terme glamour par les Jean-Michel photographes un peu creepy, un autre épisode entier. Mais donc j'ai eu de l'expérience avec des super photographes, des photos dont je suis encore très fière aujourd'hui, et aussi plein d'expériences avec des photographes pas fous. À l'époque, j'avais une frange à la Betty Page, j'avais un look très inspiré de Betty Page, bien évidemment. La frange arrondie, les cheveux un peu mi-longs, voire très longs. À une époque, je les avais très longs, noirs, et des corsets, et certaines robes qui sont les robes très pin-up, vous savez, les A-line, donc avec des jupes midi qui sont très évasées mais qui ont une taille resserrée, toujours des pantalons taille haute. Commencer un petit peu à tâtonner dans la coiffure pin-up, alors quand je revois les photos aujourd'hui, j'ai envie de rire, mais c'était les débuts, et voilà, je devais avoir 17 ans à peu près, et j'explorais mon style un petit peu comme ça, mon style évoluait. Et comme je vous l'ai dit, j'étais amatrice de lingerie, et je trouve la boutique de mes rêves à Clermont, qui venait à peine d'ouvrir, une boutique qui s'appelait et qui s'appelle encore aujourd'hui Au Boudoir Froufrou, qui était le paradis pour moi. C'était une boutique entièrement dédiée à la lingerie, créateur, pin-up, rétro. Je me souviens, elle avait des grandes marques qui sont les marques de référence aujourd'hui dans la lingerie rétro. Elle avait des très très belles pièces, elle avait des choses plutôt haut de gamme, et j'arrive dans cette boutique, et c'est le rêve, c'est vraiment le rêve, toute l'esthétique pin-up, je me sens moins seule, je discute avec la tenancière, avec Christine qui a ouvert cette boutique. De fil en aiguille, je ne saurais pas vous dire comment. Elle me propose de venir défiler, elle organisait des défilés pour présenter un petit peu les produits de sa boutique, des défilés rétro pin-up dans différents endroits de la ville, et elle me propose du coup de participer. On présentait, dans mon souvenir, de la lingerie et des maillots de bain, on était lookés comme des pin-up, c'était trop cool, on nous coiffait, on nous maquillait, et c'est là que j'ai rencontré certaines amies qui sont encore des amies très proches aujourd'hui. Donc j'ai un très bon souvenir de cette période-là où je fais des photos en tant que modèle, et j'explore aussi le côté un petit peu plus scénique en quelque sorte du rétro. Je connaissais peut-être pas tout de suite le burlesque, je pense qu'en arrivant à Clermont je connaissais pas particulièrement le burlesque, je devais avoir une idée de qui était Dita Von Teese, mais comme beaucoup d'entre nous à cette époque-là, on voyait plutôt Dita Von Teese comme une pin-up moderne plutôt que par son art. Je pense que ma vraie rencontre avec le burlesque, je dirais, ça doit être en novembre 2012, en tout cas ce qui m'a marqué et ce dont je me souviens, c'était novembre 2012, le film Tourné de Mathieu Amalric était sorti, et la troupe du cabaret New Burlesque était en tournée, et j'ai eu énormément de chance parce que je connaissais pas du tout cette troupe là, et on y allait avec les filles du boudoir en quelque sorte, les filles avec qui je défilais, et Christine qui tenait le boudoir Froufrou. J'ai une chance extraordinaire parce qu'il passait dans une toute petite salle en dehors de Clermont, dans une ville à côté de Clermont, c'était même pas Clermont même. Et j'ai eu, sans me rendre compte de la chance que j'avais, j'ai eu la chance de voir des légendes du néo-burlesque. Donc si vous avez écouté mon épisode précédent sur l'histoire du burlesque, le néo-burlesque c'est un petit peu le revival de la fin des années 90, début 2000. Personnes qui ont fait renaître le burlesque de ses cendres en apportant une touche soit plus engagée, soit plus dérisoire. Enfin, écoutez mon épisode, ce sera plus sympa. Et j'ai pu voir sur scène Catherine Delich, par exemple, qui m'a marquée, que j'ai trouvé exceptionnel. Si vous l'avez déjà vu ou si vous avez vu des vidéos de Catherine Delich, c'est impressionnant. Il faut savoir qu'elle a commencé en même temps que Dita Von Teese, elles étaient amies et sont encore amies aujourd'hui. Elles ont monté des spectacles ensemble. Elles ont monté aussi, par exemple dans le spectacle du verre de martini qu'on retrouve maintenant partout. Beaucoup de performances burlesques s'effeuillaient et ensuite montaient dans un verre de martini ou un verre de champagne ou un verre de vin même, je crois, qui existe. Même un verre de vin, oui, ça existe. Et du coup, c'est un gigantesque verre dans lequel elles vont avoir une éponge et danser dans ce verre. Elle l'a donc créé avec Dita Von Teese. J'ai aussi eu la chance de voir Dirty Martini,
que j'ai revu cette année à New York. Je suis tellement fière et j'ai pu montrer Dirty Martini à une amie à moi qui ne connaissait pas vraiment le burlesque et qui était un petit peu comme moi il y a 11 ans maintenant et qui découvre le burlesque à travers Dirty Martini, c'est quand même une chance extraordinaire. Il y avait aussi Kitten on the Keys, Mimi Lemo, Rocky Roulette de ce que je me souviens, et c'était fou. Il n'y avait pas grand monde, nous on est resté longtemps après avec les artistes, on a pu prendre des photos trop cool que j'ai encore aujourd'hui. C'était vraiment un spectacle qui m'a beaucoup marqué. Et puis je pense qu'ensuite, ça devait être peut-être début 2013 où j'ai vu le Burlesque Club à Paris. Il me semble que c'était à Paris. Je sais pas si c'était à Paris ou à Avignon, parce qu'il me semble qu'il passait à Avignon également déjà à cette époque-là. Et dans mon souvenir, j'ai donc Valentina Del Pearls, Miss Glitter Painkiller, je pense aussi qu'il y avait Mamselle Plumty à l'époque, mais je ne sais pas parce que je l'ai revu après, donc peut-être que je mélange. Bref, je découvre un petit peu le burlesque français, et petit à petit, je commence à regarder des vidéos sur internet, je cherche un petit peu Wikipédia, l'histoire du burlesque, qu'est-ce que c'est, mais toujours un petit peu en background. Moi, je suis plus dans le côté modèle, look pin-up, à regarder des tutos, à apprendre un petit peu sur l'histoire d'Hollywood, et être plus dans l'âge d'or d'Hollywood que vraiment dans le burlesque en lui-même. À partir de 2013, c'est là où il y a une grande période où je vis à l'étranger pendant presque 6 ans, il me semble. Je vais d'abord en Irlande pendant plusieurs années et je sais que je ne rate aucune occasion d'aller voir du burlesque. J'ai des très très bons souvenirs d'un cabaret, enfin un cabaret qui était plutôt présenté comme un speakeasy à Dublin, qui s'appelait la Liquor's Room, qui n'existe plus malheureusement. Et j'ai vu Vicky Butterfly là-bas et j'ai vu d'autres artistes, c'était extraordinaire. Dans la ville où j'habitais en Irlande, il n'y avait pas de burlesque, mais après j'ai emménagé à Belfast, donc en Irlande du Nord, et pareil, j'ai un souvenir fou d'un nouvel an à Belfast où j'avais emmené un garçon qui était magnifique d'ailleurs, il était très très beau, très très élégant, et on s'était tous les deux mis sur notre 31 pour aller fêter le nouvel an burlesque à Belfast. C'était dans une salle où ça diffusait Striporama et des vidéos de burlesque des années 50-60, et il y avait de la musique qui allait bien, et il y avait des performances, et j'étais tellement ravie. Donc à chaque fois en voyage, j'ai toujours essayé de trouver du burlesque. Bon, après j'ai passé 2 ans en Inde et au Népal, donc niveau burlesque c'était pas trop ça, mais je pense que c'est là où l'idée de prendre ça un petit peu plus au sérieux, ou de prendre quelques cours, ou de tenter quelque chose est apparue. Je pense que c'est à ce moment-là que quelque chose a germé, parce que je regardais beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Je pense que c'est un petit peu comme quand un être cher est loin, ou quand un être cher vous manque, tout est dépeuplé. Je me suis rendu compte que de ne plus être dans ces milieux un petit peu pin-up, un petit peu burlesque justement, je vais énormément dire burlesque dans cet épisode, et ben que ça me manquait en fait. Et après 2 ans dans ces pays-là, j'ai eu envie de retrouver une forme de culture plus proche de la mienne, une forme de culture occidentale, parce que j'étais beaucoup dans les zones rurales. J'étais un petit peu à Delhi de temps en temps, mais sinon j'étais dans les zones rurales, clairement dans l'Himalaya indien et népalais, c'est là où j'ai passé le plus clair de mon temps. Et à Katmandou, où j'avais pas mal d'amis et où je faisais beaucoup la fête, je sais que je montrais à tout le monde des vidéos de burlesque. Je me rappelle leur montrer Frankie Fictitious et Medianoche, qui étaient des vidéos que je connais par cœur. Et j'avais un énorme coup de cœur pour Aurora Galore aussi. Si tous les noms sont flous, ne vous inquiétez pas, je mettrai quelques noms en description, et si vous les connaissez, je suis ravie que ça vous ravive peut-être des souvenirs. Et je me suis dit, j'ai besoin d'argent, j'ai envie de découvrir un autre pays, mais aussi de tester, quoi. Je disais à mes amis népalais que j'avais envie de devenir performeuse burlesque. Et du coup, j'arrive en Australie, à Melbourne, où je m'inscris alors je sais plus, parce qu'il y a 2 grandes maisons à Melbourne, 2 grandes écoles de burlesque. C'était avec Minsky Malone, et c'était la House of Burlesque. Oui, c'est ça, parce qu'il y a Maison Burlesque et la House of Burlesque. Et je prends des cours de fan dance, parce que je ne me sentais pas danseuse, ça me mettait trop la pression d'apprendre le burlesque, je me sentais pas à la hauteur, et je me suis dit, avec un accessoire, ça ira peut-être un peu mieux, peut-être que j'ai pas forcément envie de me dénuder, alors que je faisais des shootings en lingerie. Je me suis dit, je vais tester le fan dance. Donc le fan dance, c'est la danse avec les éventails, pareil, on en a parlé un petit peu rapidement dans l'épisode précédent sur l'histoire du burlesque, et je m'inscris.
et je prends d'abord un cours particulier avec Minsky et j'étais plutôt contente parce que malgré mon gigantesque syndrome de l'imposteur par rapport à la danse, j'ai vu que à force d'avoir regardé tellement de vidéos, je comprenais un petit peu les codes, je connaissais les classiques, les musiques par cœur, et ça allait. Mais je me rends compte aussi que les éventails, c'est ultra lourd et c'est assez compliqué de tenir les éventails pendant longtemps et que ça fait facilement les bras. Donc je commence à prendre, je pense, un mois de cours, on est un petit groupe, c'était vraiment chouette, et là, le drame, ou le destin, je ne sais pas, je me luxe la rotule, accident qui m'est arrivé plusieurs fois dans la vie, pour lequel je me suis déjà fait opérer d'un des genoux il y a une quinzaine d'années. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé et c'est relativement grave, enfin en tout cas il y a besoin d'une opération. Donc je suis dégoûtée, c'est béquilles, c'est kiné, c'est comment... J'ai des millions de radios de l'Australie. Qu'est-ce que je fais? Je reste en Australie parce que je m'étais trouvé un copain là-bas avec qui ça se passait très bien et j'avais 1 an de visa, donc je me dis bah ça va pas m'arrêter, je vais continuer à vivre en Australie et on verra ce qui se passe. Je fais plein de jobs de merde d'ailleurs. Je vois Dita Von Teese en tournée avec d'autres artistes, dont Dirty Martini Again, Ginger Valentine qui m'a époustouflée, et en boylesque il y avait... Oh, j'ai oublié son nom, mais je l'adore. Ah bah oui, bah du coup, Jetador, qui était aussi époustouflant. Je trouve ça exceptionnel. J'ai vraiment adoré les performeurs et les performeuses, la prestance de la plupart d'entre eux. Moins enthousiasmée par Dita Von Teese elle-même, mais... Là aussi, ça peut être encore un épisode entier. Adorer l'opulence, le théâtre était magnifique, tout le monde était tellement beau. Et une fois de plus, comme la plupart du temps quand je vois d'autres personnes sur scène, je me dis, mais en fait j'ai envie d'être là. Mais une fois ressortie du théâtre, je un petit peu mets ça sous le tapis et je continue. Forcée de rentrer en France. Je rentre en France fin 2018. Il me semble, pour me faire opérer de la rotule, mais opération qui va être retardée de 4 ans, parce que complications, parce que Covid, parce qu'on me dit de faire de la kiné, et qu'en fait, finalement, ça ne sert à rien, je me luxe de nouveau la rotule, quelque chose de très très long. Et pendant ce temps-là, je vis une grosse perte de sens, je me retrouve forcée à l'immobilisme à Clermont-Ferrand, moi qui ai beaucoup voyagé, qui ai pas mal voyagé, qui ai pas mal été expatriée, qui avait comme projet de retourner vivre en Irlande, qui avait comme projet d'organiser des concerts, qui avait tous ces projets-là sont un petit peu tombés à l'eau. Et mon identité était énormément basée sur le fait que à la fois je voyageais et le fait que j'avais un style particulier. Tout au long de mon voyage, depuis mon départ de l'Irlande, je dirais en 2015-2016, depuis ce départ de l'Irlande, j'ai tenu un blog et un Instagram qui s'appelait The Pin-Up Abroad, où je parlais à la fois de mes aventures parce que j'ai toujours aimé le médium de l'écriture, j'écris énormément de mon côté, je ne publie quasiment rien, j'écris à la fois du journal, des essais personnels, des écrits de voyage et même d'un petit peu de poésie, pas très bonne mais un petit peu de poésie. Et du coup j'avais aussi des photos de voyage et mon identité, ma relation aux gens était surtout là-dessus. J'étais un petit peu la fille cool entre guillemets, ou plutôt la fille inspirante qui voyageait. Et je me retrouve à Clermont-Ferrand, dépouillée de tout ça, retour à la case départ, là où vit ma famille, là où j'ai fait mes études. J'avais vraiment l'impression d'un méga retour en arrière, grosse perte de sens, immobilisme physique, immobilisme géographique aussi. Je refais quelques photos un petit peu, mais je me concentre surtout sur lancer mon activité en freelance, lancer ma boîte, pour garder cette illusion, cette impression d'indépendance et me dire, quoi qu'il arrive, dès que ça ira mieux, je pourrais partir et je pourrais retourner vivre à l'étranger, retourner dans mon mode de vie nomade. C'était un petit peu l'idée, il faut que je développe ça à fond et profiter de mon temps ici pour que mon entreprise me permette de vivre, ce qui s'est passé assez rapidement, et j'étais concentrée là-dedans. Et en fait, petit à petit, sans m'en rendre compte, je me suis beaucoup perdue dans les réseaux sociaux, le Covid n'aidant pas, je me suis pas mal isolée et j'ai commencé à confondre les réseaux sociaux avec la vraie vie, et je me suis un petit peu perdue dans une projection de ce que voulaient les réseaux sociaux de moi, ou en tout cas je sais pas, je saurais pas encore analyser ce qui s'est passé, mais il y avait
ce truc-là où j'étais influencée un petit peu par les tendances, où je me suis un petit peu perdue dans la spiritualité perchée, un petit peu que j'appelle la spiritualité de la Fnac, très très new age, où rien n'est approfondi, très très dans les pseudosciences. Je me suis un petit peu égarée quelques mois là-dedans. De me rendre compte de cet égarement et de me rendre compte à quel point je m'étais éloignée de la personne que j'étais fondamentalement depuis des années, ça a été très dur, ça a été un coup dur. Du coup, j'ai décidé de me faire accompagner par une coach, quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé dans le domaine pro et qui est quelqu'un d'exceptionnel, enfin vraiment de très carré, très pro, avec un bon background en psycho. Et en 4 séances, ça a été la claque. On est revenu un petit peu à mes valeurs, à ce qui était important pour moi. Et moi qui cherchais un petit peu désespérément ma mission de vie, à essayer de trouver des signes, me connecter à mon intuition et des choses comme ça, en revenant plus simplement et de façon plus pragmatique à mes valeurs, que il y avait beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi, dont la beauté, la créativité, la sensualité, le côté érotique, l'affirmation de soi, toutes ces choses-là. Et en fait, petit à petit, c'est devenu une évidence. Vraiment, je l'ai senti comme une évidence et je me suis dit, mais Aline, ça fait des années que le burlesque est là, ça fait plus de 10 ans que le burlesque est là en background, qu'il te fait vibrer, que tu regardes tout le temps des vidéos, que tu rêves de monter sur scène, mais que tu t'es jamais vraiment dit. Et surtout, dès que tu as l'occasion d'être sur scène, donc à travers les défilés par exemple, les défilés avec le boudoir Froufrou se sont terminés, mais nous, avec les filles et un garçon, on a monté notre propre asso et on faisait des défilés rétro avec une sorte de référence, une éducation à la mode, peut-être une éducation à l'histoire de la mode. Donc je continuais les défilés. Je sais que la première occasion, j'enlevais un gant, j'ouvrais un peignoir, je faisais tomber une bretelle. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est tellement évident. Ça a été un peu comme un gros soulagement, même si on parle simplement d'une forme artistique, mais je me suis dit, c'est évident, en fait, c'est le burlesque. Et j'ai jamais voulu me dire que j'en étais capable. Encore aujourd'hui, j'ai le syndrome de l'imposteur, de la personne qui n'a pas fait de danse, donc je vais prendre des cours de danse et travailler ce syndrome de l'imposteur qui sera toujours là, quoi qu'il arrive. Je me suis dit, ok, faut y aller, parce que si je ne poursuis pas ça, si je donne pas une chance à ce truc-là de se réaliser, je risque de le regretter toute ma vie et d'être à côté de moi-même toute ma vie. Donc mon opération était prévue pour le 24 janvier 2022. À partir de décembre 2021, j'ai pris un cours particulier à Lyon et j'ai pu monter sur scène le 13 janvier, donc 10 jours avant de me faire opérer, pour me dire ok, c'est bon, t'as fait ta première scène, t'as créé ton numéro. Donc entre l'automne 2021, j'ai créé mon premier numéro, j'ai commencé la chorégraphie et puis j'ai demandé un coup de main à quelqu'un qui savait danser. Et enfin, je suis montée sur scène pour ma première scène et c'était lancé. Aujourd'hui, je suis contente d'être montée sur scène. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai toujours passé ma vie en backstage. J'ai fait des études dans culture, la promotion de la culture, j'ai toujours été bénévole sur les festivals, j'étais présidente de festivals, j'organisais des concerts quasiment toute ma vie, même très très jeune, j'étais bénévole avec mon papa sur des festivals, j'ai fait du booking de groupe en Irlande, j'ai aussi organisé des concerts de punk au Népal, et en fait j'ai toujours un petit peu été dans les backstage, je le fais encore aujourd'hui avec mon association Sironastra, aidée par Lolita et Caroline qui sont les deux filles avec qui j'ai monté cet asso à Clermont-Ferrand. Mais aussi aujourd'hui je me rends compte que la scène c'est ce qui me fait vraiment vibrer. J'aime tout ce qu'il y a autour en fait du fait de créer du spectacle, de créer de la magie, de remettre un petit peu des paillettes dans les yeux des gens et surtout de les extraire de cette forme de passivité du quotidien, de cette forme de mondanité dans le sens où tout est gris. Il faut faire ci, il faut faire ça, on subit les injonctions. Voilà, leur envoyer un petit peu une parenthèse de magie, comme certains peuvent aller le chercher à Disneyland Paris, par exemple, ou en faisant des randonnées. Et ça me tient énormément à cœur, mais c'est au-delà de la surintellectualisation. Quand je suis sur scène, même s'il y a un alter ego avec un nom et un alias, c'est vraiment le seul moment où je me sens 100% moi-même. Quand je suis sur scène, tout le reste n'a pas vraiment d'importance. Qu'on me demande d'être en tant que femme, en tant que personne d'un certain âge ou tout ce qui peut être à l'intersection de mes identités, ça ne compte plus parce que c'est moi qui décide, parce que je peux me laisser porter par le flow, parce que ça se passe entre moi et le public et c'est ce que j'aime énormément dans le burlesque
et d'ailleurs qui est très très proche du drag, c'est que c'est une des formes d'art et une des pratiques artistiques totales déjà, où on a de la mise en scène, de la création de personnages, de la choré, du maquillage, du look aussi, où on pense vraiment quelque chose de bout en bout, et également c'est une des seules pratiques artistiques, surtout dans le spectacle vivant. Il y a de la technique bien sûr, il y a des codes du burlesque, on peut être bien dans la posture, mais je trouve que l'importance et l'impact qu'un artiste ou une artiste peut avoir se passe surtout dans notre capacité à briser le quatrième mur, à connecter avec l'audience, à créer des émotions, à leur faire vivre des choses, à les embarquer avec nous, mais toujours avec cette tension qui s'installe, tension qu'elle soit sexuelle, sensuelle ou non d'ailleurs, ça peut être tout à fait sur une forte émotion de tristesse, ça peut être tout à fait sur le rire, mais on sait que le public est là. La qualité pour moi d'un show burlesque se passe vraiment dans l'interaction qu'il y a avec le public et cette dynamique qui se passe entre les artistes et le public. Et c'est vraiment à ce moment-là où je pense qu'en termes de vulnérabilité et d'authenticité, on est complètement dépouillé en fait. En tout cas, pour moi, le travail de l'artiste, c'est vraiment d'arriver à se dépouiller à fond et d'être à 100% elle-même ou lui-même sur scène pour pouvoir communiquer ça et revenir un peu tous à notre humanité et revenir à des émotions brutes qu'on n'a pas dans les jeux sociaux, dans les interactions, tous ces codes-là qu'on n'a pas dans la vraie vie de tous les jours, parce que même dès qu'on va sortir de scène, on va remettre l'habit de « Ok, je joue ce rôle-là, il y a cette dynamique de pouvoir-là entre nous ». Quand on est sur scène, moi je trouve que je l'ai pas et c'est... Ah punaise, j'avais promis que je surintellectualisais pas la chose, mais c'est vraiment un des rares moments où je me sens 100% moi-même et j'adore en tant que productrice de soirées avec Siron Astra et en tant qu'artiste. Sur mes soirées je fais MC aussi. Je trouve que c'est très important aussi d'offrir cet espace-là aux autres et d'être dans la communauté du burlesque parce que c'est vraiment de la magie pour les gens et ce que je préfère c'est voir les gens qui pensaient qu'ils allaient juste voir une fille ou un homme se mettre à nu. Et en fait non, pas du tout. C'est plus de l'émotion et de la connexion et ils ressortent avec des étoiles plein les yeux comme des enfants. Je pourrais parler des heures de mon lien avec le burlesque et de ma découverte. J'ai d'ailleurs oublié de mentionner aussi à Clermont-Ferrand dans les années 2010 qu'il y avait une troupe de burlesque, ça vient de me revenir, que Galiane Murmure avait fondée, qui donnait des spectacles dans des bars, et j'étais allée à quelques-uns d'entre eux, et je me souviens par exemple avoir été adorer ces filles-là, parce que c'était des filles qui faisaient les défilés avec nous, donc une partie d'entre elles ont monté une troupe de burlesque, par exemple j'adorais le charisme de Lola Ventura, Claire, qui ne fait plus de burlesque du tout aujourd'hui, et aussi d'Olivia, qui s'appelle Spicy Cherry Wild, ou Miss Spicy Cherry, qui fait encore du burlesque aujourd'hui, et qui fait du cabaret, et qui est dans des compagnies. Donc ces filles-là, qui étaient plus âgées que moi, m'ont pas mal inspirée, j'adorais leur présence scénique, et ouais, je pense que c'est important de les mentionner aussi à la fin de cet épisode, et de pas les oublier, parce que même si aujourd'hui à Clermont-Ferrand, le burlesque est réduit, on n'a pas de compagnie, et venez voir mes soirées, il y a eu quelque chose à un moment. Voilà, j'ai fini de vous raconter un petit peu mon histoire avec le burlesque. C'était l'épisode hors sujet de l'été. J'espère que vous avez su rester au frais dans votre crypte ou dans votre boudoir. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée. J'ai des super interviews de Loretta Banana et de Matamore Okio qui vont bientôt arriver. On reste sur le sujet du burlesque, mais on aura d'autres épisodes qui seront plus larges sur le glamour, l'affirmation de soi, l'érotisme, l'identité qui vont arriver à la fin de l'année. Je vous dis à très bientôt.